Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, notre invité, c'est Christophe Rocancourt, l'arnaqueur des stars, l'arnaqueur des célébrités aux États-Unis qui avait été recherché et arrêté par la CIA. On avait fait une émission avec lui à l'époque du QG, ça avait cartonné. Vous avez été très nombreux à nous demander de le réinviter. Donc voilà, c'est chose faite. Aujourd'hui, interview avec lui. Mais sachez que l'interview est aussi disponible en podcast audio. Si vous adorez regarder les interviews, sachez que vous pouvez même les écouter quand vous êtes en voiture ou vous faites autre chose, du footing ou autre. Vous pouvez nous écouter sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify, sur Google Podcast. On est dispo sur toutes les plateformes de podcast. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter aussi dessus, donc merci à tous. Et c'est parti maintenant avec Christophe Rocancourt, l'arnaqueur des stars. Christophe Rocancourt. Voilà, précis, concis. Toujours. Eh ben oui, bienvenue, ça fait plaisir de te réavoir. Moi aussi, ça me fait plaisir. Je suis très content de te recevoir. Ben, c'est gentil. On avait fait l'émission avec Christophe Rocancourt à l'époque du QG. Vous avez été très nombreux d'ailleurs à apprécier l'émission, à mettre plein de commentaires positifs. Et on s'était dit qu'on pouvait en refaire une ensemble. Ouais. T'as vécu tellement de choses que t'as pas tout raconté. C'est vrai. C'est très compliqué en 1 heure d'émission à l'époque même de tout refaire, de parler de tout. Donc, c'est toujours compliqué de résumer une vie en quelques heures. Alors, juste si vous ne connaissez pas Christophe Rocancourt, tu as escroqué plusieurs dizaines de millions de dollars aux États-Unis. Tu étais l'escroc le plus recherché des États-Unis au début des années 2000. On t'appelait l'escroc des stars. Après 2 ans de cavale recherché par le FBI, tu fais 5 ans de prison. Et tu as connu toutes les plus grandes stars du monde, Michael Jackson, Elton John, Jean-Claude Van Damme, Mohamed Ali. On peut en citer encore plein d'autres, mais tu vas nous dire après. Et là, tu viens nous raconter tous les secrets que tu n'as pas encore racontés sur ta carrière et sur tes années de cavale et en prison. Juste une question, qu'est-ce que c'est que ces lunettes? Elles sont très stylées. Alors, c'est la Maison Bonnet, qui est un copain à moi, qui fait des lunettes sur mesure. Très sympa et de qualité, concis. C'est une grande maison française, Bonnet, c'est très connu. C'est Chirac, Mitterrand, Saint-Laurent. Waouh. Parce que vous étiez nombreux à demander... Brad Pitt, c'est vrai? Ouais. Ah, pas mal. J'ai vu que vous aviez demandé, en fait, en dessous du QG, c'est quoi la marque de ces lunettes, etc. Il y a une marque qui s'appelle Mosco aussi, tu sais, qui fait des lunettes bleues, un peu bleutées. Ouais. Et je croyais que c'était ça, et en fait, non, c'est bon. Non, je porte que Bonnet. C'est beaucoup plus cher. Oui, je crois. On n'est pas dans les mêmes... on compare une 2 chevaux avec une Ferrari. C'est pas le même délire. Comment ça va depuis le QG? Puis après, on va reprendre ta vie avec plein d'anecdotes. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je sais que tu prépares plein de choses en audiovisuel. Là, je viens de tourner un docu avec les Américains qui va sortir en salle de cinéma. Et on est en train de voir avec Philippe Godot pour le film sur ma vie. Voilà, donc je bosse. T'aimerais réadapter ta vie en... C'est pas moi qui aimerais la réadapter, c'est que je pense que les gens ont envie, c'est assez récurrent ce qu'on voit quotidiennement, les gens, quand est-ce le film, je crois qu'il y a une demande que les gens ont envie de voir, cette aventure en tout cas. Moi, j'ai plein de questions à te poser. C'est ce qu'on se disait l'autre fois, c'est qu'après le QG, j'étais un peu... tu vois, je disais, mince, il m'aurait fallu 4 heures, en fait, pour te poser toutes les questions. On avait fait, je crois, un quart des fiches qu'on avait écrites, etc. On s'est revus pour préparer dans ta chambre, à l'hôtel, là où tu es, pour préparer un peu l'interview. On a fait beaucoup de fiches. Je ne sais même pas si on aura le temps de faire le quart, mais en tout cas, c'est parti. Juste, on va reprendre un petit peu... On fera une 3e. On attendra. On la fera à l'extérieur, la prochaine, si tu veux. Ouais, on pourra même la faire chez toi, on pourra faire délocaliser le plateau, ça peut être rigolo. Toi, tu as grandi à Honfleur. C'est ça, en Normandie. Je suis normand. Je connaissais pas bien, parce qu'on n'avait pas bien développé la partie de ton enfance à l'époque. Ton papa quitte ta maman, en fait, quand tu as 2 ans. Mais c'est quand tu as 5 ans que tu vis un événement traumatisant. En fait, qu'est-ce qui se passe exactement? Ma mère faisait le plus vieux métier du monde, elle était prostituée, donc ce qui n'est pas top pour un enfant qui connaît sa mère. Donc, traumatisant, il y a d'autres traumatismes, hein, on ne va pas faire pleurer dans les chaumières. Mais bon, disons que c'était pas l'idéal. C'était pas l'idéal, ouais. C'est moins qu'on puisse dire. Et ta maman t'abandonne à un moment donné, c'est ça? Oui, elle m'a toujours abandonné, oui. Disons qu'elle n'a pas été à la hauteur de ce que le mot mère peut dire. Qu'elle soit prostituée, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, elle n'a pas été à la hauteur vis-à-vis de son enfant. Et tu n'avais pas de frères et sœurs? J'avais une sœur. Ton père s'occupait de toi ou pas du tout? Mon père essayait de s'occuper de moi. C'est pour ça que j'ai jamais eu de rancune vis-à-vis de mon père. Il essayait. Même s'il n'était pas à la hauteur non plus, c'est ça? Mais je crois que c'est très dur d'être à la hauteur, d'être parent tout court. C'est déjà très dur, même dans un contexte normal. Disons que là, c'était défaillant à l'extrême. Je pense que l'enfance est la chose la plus importante
dans ce qu'on devient, dans La ce qu'on construction est. de la personnalité. Voilà. Avec les aléatoires de ce qu'on peut être en grandissant. Hein. Il y a des gens qui naissent dans une très bonne famille et qui deviennent complètement défaillants après. T'as découvert à quel âge que ta mère était prostituée, toi? Très jeune, parce qu'elle s'en cachait pas, donc relativement jeune, 5-6 ans. Ah oui, d'accord. Voilà. T'as réussi à pardonner à tes parents après avec... Aujourd'hui, t'as quel âge? 56 ans. 56 ans, Ouais. au moment où on tourne. Est-ce que t'as réussi à pardonner à ton père, à ta mère Mon père, j'ai jamais eu de rancune vis-à-vis de mon père, parce que je sais qu'il m'aimait. J'avais ce sentiment d'amour? D'amour. Même si c'était décousu, j'avais ce sentiment. Ma mère, je ne lui ai pas pardonné dans le fait de ne pas avoir essayé. Je pense que peu importe ce qu'on fait, le côté humain et le côté... Enfin, moi, j'ai des enfants, donc je peux parler de ce que mon ressenti vis-à-vis de mes enfants. T'en as 4 aujourd'hui? J'en ai 4, oui, avec 4 femmes différentes. Tu leur donnes de l'amour? Je crois que c'est ma passion, c'est ce qui me plaît le plus. C'est vrai? Ouais, je suis dingue de... Alors, lorsqu'ils grandissent, c'est pas le même amour, hein, bien évidemment, mais par exemple, Raphaël, qui a 4 ans, c'est passionnant, c'est prenant. Et lorsqu'on vieillit, ce qui est mon cas, on a un rapport complètement différent, puisqu'on voit ce qui va être après. T'as du recul par rapport aux autres enfants que t'as eus? J'ai du recul, je suis pas le même homme, j'ai pas la même maturité, j'ai pas la même construction. Mais et on sait que le temps nous est compté. Donc à partir de ce moment-là, notre rapport il est complètement différent. On a un rapport. Ouais, t'es pas le même père que pour tes Non, grands et non. ta grande que maintenant? Non, je suis pas le même père, je suis pas le même homme, tout court. Mais je sais l'importance que c'est du temps passé avec ses enfants et du temps qu'on peut leur consacrer. Et ils demandent que de l'amour. Hein. Quand on voit ta vie, t'as une vie rocambolesque, etc., est-ce qu'aujourd'hui, tu sens que tu es plus sage ou en vrai, à l'intérieur, t'es la même personne? Non, le vécu t'assagit. Enfin, si tu as une forme d'intelligence. Et moi, j'ai tellement vécu sans prétention. Mais c'est aussi... la vie est tellement fragile, elle est tellement courte. Tout ça est très éphémère. C'est Sénèque qui le disait bien, brièveté de la vie. Bien sûr que je suis plus sage, mais j'ai surtout acquis de la maturité et surtout du recul. Je crois que le recul est très important dans la vie de quelqu'un. Toi, ton père, il revient s'occuper de toi, mais t'es à nouveau abandonné 2 ans plus tard à cause de sa nouvelle femme. Tu dis dans une interview, ça c'est Ouais. La nouvelle femme qui voulait pas de son premier enfant, enfin, de Ouais. ses premiers enfants, c'est ça? Oui, c'est ça. Et tu vas où après? Dans un foyer? Ils me mettent à Saint-Germain-Village, dans un foyer. Et tu deviens enfant de cœur? Ouais. C'est ta première arnaque? Tu voles Je piquais dans la quête. Disons que j'avais compris que l'argent était là, donc je le prenais. Et t'en faisais quoi de l'argent? J'allais acheter des bonbons et je distribuais à mes copains. Robin des Bois? J'en gardais un peu pour moi. C'était là les premiers sous que tu as réussi à trouver un peu de manière Disons que légale c'était les premiers sous qui étaient faciles et accessibles. et accessible. Voilà. Et ça, t'as quel âge quand tu fais ça? Moi, je suis jeune, 8 ans. Donc ça, c'est ta première vraie escroquerie. À 12 ans, t'es C'est envoyé pas en... une escroquerie, c'est un vol. Oui, c'est vrai. À 12 ans, t'es envoyé en famille d'accueil. Ouais. Ça, c'est l'étape d'après. Est-ce que tu continues de faire des conneries ou t'es plutôt sage cette période? J'étais plutôt réservé, moi. J'étais plutôt dans l'observation. Ce que mon fils a, d'ailleurs. Et regarde. Ouais. Et à 17 ans, tu pars à Paris et tu dis à ton oncle, je vais devenir quelqu'un d'important. Je suis très jeune, oui. Ouais, bien sûr, quand je lui dis ça, je pense qu'il se dit... il a pété un boulard. Alors tu vas à 17 ans à Paris, mais tu deviens un peu SDF, c'est-à-dire que tu erres un peu dans les rues de Paris. Ouais. Ces moments-là, tu cherches quoi exactement? Je cherche l'opportunité d'un jour de pouvoir faire. Mais t'en as pas encore. Non, non. T'as pas de logement quand t'arrives à Paris? Non, non, rien du tout. Des mineurs? Mineur, je fais des gardaves, ils me ramènent. C'est un contexte chaotique, quoi. Maintenant que tu as de l'argent, ou en tout cas, je te poserai la question tout à l'heure sur ça. Avoir de l'argent, c'est relatif. Est-ce que tu as un regard sur la pauvreté, sur les gens qui galèrent, ou est-ce que tu oublies en fait, non, avec les non, années, non, non. en réalité? Non. Moi, j'ai un regard bienveillant sur tout ce qui est normal et simple. La pauvreté me touche parce que lorsqu'on le vit et qu'on a ce ressenti dans sa chair,
on ne peut pas être indifférent à ce qui est autour de soi. Et ce que je trouve que généralement dommage, c'est que souvent les gens qui ont un semblant de réussite, ou même une réussite, ils en oublient ça. C'est-à-dire qu'ils commencent à croire à leur personnage, ils commencent à croire qu'ils sont au-dessus. L'humain en particulier, en général, la pauvreté est un fléau et bien évidemment, je suis proche de ça, ça me parle. T'es resté combien de temps dans la rue avant de rencontrer Gérard Siad? On en parlait. 7-8 mois. Quand même. Ouais. Les métros étaient confortables le soir. Les quoi? Le métro était confortable le soir. Tu rencontres Gérard Siad qui te fait décorer les soirées mondaines. Ouais. Un mondain parisien terrible. Un mondain, et tu dis j'étais son animal de compagnie, ça veut dire quoi? Bah, je pense que lorsque les gens sont un peu en haut et que t'es plutôt sympa et un peu... je crois que les gens ont ce côté, distraction et... Chose que je fais pas, moi. Ah oui? Ouais, je fais attention à être respectueux des gens et de ce qu'ils sont. Et peu importe la condition. C'est quoi ta première escroquerie à Paris? J'ai vendu un immeuble rue Verderet. Donc ça, c'était l'immeuble qui t'appartient pas. Bien sûr. C'est ça le principe. Hein. C'est la manœuvre. C'est pour ça que c'est une escroquerie, sinon ça s'appellerait une manœuvre immobilière. Ouais. C'est en 87, t'as 18 ans, première grosse arnaque. L'appartement, il est à qui? L'immeuble. L'immeuble, pardon. C'est un immeuble complet. Il était... alors, je vais taire son nom parce que ça serait pas sympa de... Non, bien sûr, mais c'est une connaissance. Non, c'était... elle était extrêmement riche. Elle en avait 17. Enfin, ses parents en avaient 17. Et je lui ai vendu l'immeuble. Mais il n'y a pas eu de dommages collatéraux puisque l'immeuble n'était pas à moi. Donc, mais c'était à qui? C'était à quelqu'un que tu connaissais? C'était à ma copine. À ta copine? Ouais. À 18 ans? C'était au père de ta copine? Ouais. Et comment tu fais pour vendre un appartement qui n'est pas à toi? Enfin, j'ai pas vendu l'immeuble entier. Ce que j'ai pris, c'est le down payment, le paiement de base. C'est un acompte? Un acompte, voilà. J'ai embourbé l'acompte. Et en fait, t'as dit quoi? T'as dit, voilà, l'immeuble est à vendre? Voilà, à vendre, voilà. T'as fait visiter? J'ai sorti les plans. Oui, j'ai fait visiter tout. Mais ce qui est dingue, c'est la connerie humaine et l'appât du gain. Parce que c'est phénoménal de voir un gamin qui a 18 piges. J'avais une gueule de poupon. Hein, j'avais pas la sale gueule que j'ai aujourd'hui. Et c'est dingue, quoi. Tu mets une annonce, tu fais croire que tu es le fils du propriétaire. Ouais, tout à fait. Et tu dis, voilà, mon père vend l'immeuble. Voilà. Tu prends je combien? m'en occupe, mon père est âgé, je m'en occupe. Et moi, je crois qu'à l'époque, j'avais pris 50 patates. 50 000 francs? 500 000 francs. 500 000 francs? De l'époque. Hein. En quelques jours? Ouais, en 2-2. Et là, tu disparais avec les sous? Ah, bien sûr. Je disparais. Et voilà. Tu disparais, tu avais donné ton vrai nom? Ouais. Donc, tu étais recherché après? Ils ont porté plainte? Ça s'est embourbé dans l'histoire. J'ai jamais été emmerdé. C'est vrai? Ouais. Donc pour ça, t'as pris... J'ai pas cassé le coup, non. T'as pris juste 500 000 francs. Voilà. Ce qui est énorme, hein. Je le dis, alors il y a toujours les commentaires qui me disent c'est pas vrai et tout ça, machin, mais 500 000 francs, c'est pas 75 000 euros en vrai aujourd'hui, c'est beau, ça représentait beaucoup plus en pouvoir d'achat. Une maison qui était à 800 000 francs, maintenant c'est 800 000 euros. Donc c'est pour ça que j'explique à chaque fois, je dis c'est quasiment 1 euro, 1 franc. Évidemment que c'était 6 francs 55 la conversion, mais en vrai, ça représentait un 500 000 francs. Avant de passer à l'euro. Tu pouvais vivre vraiment longtemps avec 500 000 francs. Oui, tu pouvais. Qu'est-ce qui se passe après? Donc, tu pars dans de la fausse monnaie 2 ans plus tard. Alors, je pars pas dans la fausse monnaie, c'est quelqu'un qui me devait de l'argent et qui m'a payé en dollars. J'étais à l'époque dans une boîte qui s'appelait Le Garage et qui me paye en dollars. Et moi, l'addition arrive, je demande si je peux payer en dollars. Oui. Et en fait, le mec m'avait refilé des faux talbins. Et à un moment, la rue des Rentiers a débarqué dans la boîte de nuit, ils m'ont plaqué au mur, lui avec, et ils m'ont serré. Et t'as pris 2 ans de prison ferme? J'ai pris 2 ans parce que bien sûr, j'ai jamais voulu donner le nom de cet enfoiré. Ah, même s'il t'avait niqué? Ouais, je suis pas une donneuse, moi, je suis pas fait pour ça. Okay. Voilà. Donc j'ai casqué le coup et je me suis occupé de son cas après. C'est-à-dire, t'as fait quoi? J'ai fait mes 2 ans de prison et le premier jour où je suis sorti, j'étais lui rendre visite. Ah, c'est vrai? Ouais. Et qu'est-ce que tu lui as fait? Ce qu'on peut imaginer de pas très agréable. On va rester élégant. Mais par contre, tu l'as pas balancé? Non. ça c'est pas dans mon ADN. Tu l'as jamais fait? C'est pas une question, ça. C'est une insulte. Et comment tu vis la prison quand t'as, à l'époque, 20 ans tout pile? Tu la vis durement. Ce que je trouve assez aberrant, c'est les gens qui pensent que la prison est un lieu de
vigilature, que c'est sympa, qu'il y a la télé, il y a ça. La privatisation de liberté de quelqu'un, c'est la chose la plus importante dans sa vie. T'étais dans quelle prison, tu t'en rappelles? J'étais à Fleury. À Fleury-Mérogis? J'ai fait Fleury, j'ai fait la santé. D'ailleurs, j'avais fait les VIP, les quartiers VIP, des prisons où j'avais dit qui était passé dans ces. Alors c'est extraordinaire. Les Français ont un sens de l'humour quand même extraordinaire d'appeler une cellule de quartier VIP. On va faire des cartes de membres. À ta sortie au bout de 2 ans, donc tu rends visite à ce gars-là, là. Lui, il n'est pas parti en prison? Non. C'est vrai? Lui, il n'est pas parti, non. Puisque je ne l'ai jamais... Il y a eu une confrontation, je ne sais pas, on m'a remis cet argent. Non. Ta première prison, tu l'as fait en fait malgré toi? J'ai payé le coup pour quelque chose que je n'avais pas fait. Là, sur ce coup-là? Subir, non, j'étais un voyou, donc j'allais dans ce que j'étais. Et que donc, envoyer quelqu'un ou donner quelqu'un n'est pas dans mon ADN. C'était pas possible, quoi. C'est même pas concevable. Là, t'arnaques, à ta sortie de prison, 1,2 million de francs, donc 2 fois et demi, quasiment plus que la première fois avec l'immeuble, à une dame, à une grosse commerçante parisienne. Comment ça se passe, là? Pareil, tranquille. Un immeuble? Non, pour s'installer dans un fonds de commerce. Donc, riche commerçant du 16e, qui aime beaucoup l'argent et qui... ces nouveaux riches qui sont installés... Ils le montrent? Qui le montrent, qui sont installés, dont je fais une ponction à la source. Je me prends pour le ministère des Impôts, je fais un petit retrait. Et alors, attends, t'as faké une propriété, j'ai noté, de 43 millions, et tu récupères des documents dans la poubelle du père d'un pote qui était notaire. Oui. Donc tu vas jusqu'à chercher dans les poubelles de tes potes parce que tu sais que son père est notaire. Oui, j'avais toujours un suivi. Je crois que j'ai toujours eu ça dans... Je pense qu'en fait, à l'époque, même aujourd'hui, je pense que l'arnaque, elle est faite d'un départ, mais c'est surtout le suivi, le contenu. T'aurais pu bosser pour les renseignements français, t'aurais été assez fort pour débusquer des trucs comme ça, en vrai. T'aurais pu avoir une autre carrière aussi. On m'a approché plusieurs fois. Ah bon, pour ça? Aux États-Unis, à l'époque. Pour servir lorsque la CIA était venue me voir, mon avocat, pour... Mais bon, je crois qu'on sait que dans ce domaine-là, on ne fait pas de long feu. Je crois que c'est... Il faut savoir où on est. Si on est du rail de la base, peut-être, mais après, je pense que quand c'est recruté comme ça, on ne fait pas de vieux os. Ah oui, c'était dans le sens... Je pense qu'il y a le rail de la CIA qui est normal, et après, bien sûr, ils prennent des gens qui travaillent à la CIA, mais tout ce qui est service comme ça, c'est l'utilisation de l'individu, et le jour où on n'en a plus besoin, on lui met une petite balle de 9 mm et il va dormir. Et juste après ça, tu décides de fuir à Los Angeles. Ouais. Donc, parce que l'arnaque est découverte, c'est ça. Ouais. Et tu t'enfuis, tu fais pas de prison pour ça? Non. Pour les 1 million de Non, je pars en 928 S4 en Allemagne et je voyage sur Los Angeles dans la Lufthansa et je file les clés de la Porsche à mon pote et je lui dis c'est cadeau, je reviendrai pas. C'est vrai? Ouais. T'as toujours vécu comme ça, en fuite en avant, entre guillemets? Du coup? Pas fuite en avant, c'est une vie de voyou. La vie de voyou, elle est quoi? Si on résume réellement une vie de voyou, elle est faite d'un départ... les flics au cul, bien évidemment, c'est une vie cachée. Donc, voilà. Il paraît que les vies de voyous, c'est 1 tiers, 2 tiers. 1 tiers dehors à profiter fort, 2 tiers après de temps en prison. Est-ce que c'est vraiment ça? Je crois pas. Je pense que c'est dû à quel point ton intelligence fonctionne et je pense que il n'y a pas de critères dans ça. Mais... bien évidemment, c'est une vie bien plus compliquée, puisque lorsque tu es marginal ou tu es voyou, tu te doutes bien que tu as tout un État contre toi, et la rapidité de l'État, et les moyens, et le temps, surtout. Ils ont le temps. C'est-à-dire que les flics ont le temps. Ah, c'est ça, d'enquêter là-dessus. Voilà, donc si tu cloisonnes pas et que tu n'es pas vigilant et que tu n'es pas... je crois que lorsque tu empruntes cette vie-là, il faut être solitaire, il faut cloisonner, il faut être bon. Tu pars à Los Angeles, tu te fais passer pour un champion de boxe. Ouais. Les gens y croient?
Ouais, j'y crois. Tu t'es fait passer pour un champion. J'étais affûté, donc j'y crois. Tu te fais passer pour un champion de F1, pour un pilote de F1 Ferrari. Ouais, c'était sympa. Ça. Ce que je comprends pas, quand j'ai étudié l'émission, j'ai regardé toute ta vie, c'est comment est-ce qu'ils peuvent croire que tu es champion de F1 alors qu'en tapant sur Internet, il n'y avait pas Internet à l'époque. Non. C'est ce qui joue réellement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui a été fait à mon époque, et ce qui a été fait dans cette génération, aujourd'hui, c'est plus faisable. Et si on regarde comment l'arnaque elle a évolué aujourd'hui, c'est plus du tout les mêmes ressorts. Le 1 à 1 n'existe plus, puisque aujourd'hui, tu dis Guillaume Play, tu vas sur Google, tu tapes Guillaume Play en 2-2, donc y a pas. Mais je pense le ressort total c'est toujours l'avarisme, c'est toujours l'appât du gain. Et les gens, à un moment, s'en foutent du moment qu'il y a le gain. Et ils sont tellement avares d'oseille qu'ils s'en foutent. Ils se disent, bon, peut-être, hein, mais en cas que c'est vrai, allons-y. Ouais, au cas où, j'y vais. Voilà. Comment t'as appris à mentir? Je crois que j'ai pas appris. Tu peux pas escroquer à l'époque si tu mens pas. Voilà. Un écrivain a un stylo pour écrire. Est-ce qu'à force, tu croyais à ce que tu disais? Non, jamais. Tu devenais pas mythomane, entre guillemets, c'est-à-dire tu pensais que c'était vrai? Jamais. Il aurait fallu être con. C'est quoi, tu t'entraînais pas devant un miroir, par exemple? Non. J'étais pas pervers narcissique. Ça va. Je me mate pas en train de me regarder et me dire oh là, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est grand. Non, mais pour voir si c'est crédible quand tu mens. Voilà, non. C'est Adolf Hitler qui faisait ça. Hein, il se regardait dans la glace, non? Oui. Ah bon? Oui, il se faisait ses speeches. Ouais. Ah ouais? Ouais. Et là, tu commences à faire de l'argent aux États-Unis, tu montes des escroqueries avec des gens vraiment très très haut placés. Tu fréquentes des très grosses stars, d'ailleurs. On te voit dans les magazines, on voit beaucoup de photos, etc. T'avais pas peur, justement, de te faire trop remarquer? Non, tu t'en fichais? Non, après, c'était encore mieux, puisque j'étais dans ce milieu hollywoodien, j'avais ces attaches-là, et j'avais le ressort financier. Donc, à partir de ce moment-là, c'est sans limite. Si t'es bon... t'as de l'argent et t'as des amis un peu connus? Un peu connu, chez Michael Jackson, c'est un peu connu. Non, voilà, c'est un ressort. Et après, c'est mondain. Après, le milieu de l'argent est un cercle très fermé. Alors, je parle de vrai argent. Je parle pas de quelques millions. Alors, même si c'est de l'argent. Non, bien sûr, mais gens très riches. Voilà, c'est un ressort extrêmement... un petit noyau, et qui d'ailleurs, la plupart du temps, se regarde le nombril. Tu parles de Michael Jackson. Ouais. On n'en avait pas parlé l'autre fois. Non. Tu l'as déjà rencontré? Oui, j'étais à Neverland. C'était Jermaine Jackson qui me l'a présenté quand j'avais été chez lui à Evenhorse. Et après, je suis parti à Neverland, à Santa Inés, en son ranch. Donc tu connaissais Jermaine? Je connaissais très bien Jermaine. Plus que Michael. Et donc tu te retrouves à table avec lui? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu Non, vis? je me retrouve chez lui. Chez lui? Oui, chez lui, à Neverland. Comment il est, Michael Jackson? Comment il était? Un enfant. Naïveté, pas de méchanceté, aucun hors-sol. Vivant pas dans une vie réelle. Déconnecté de tout. Et tu vois vraiment qu'il est déconnecté, ouais. Bah, tu le vois parce que c'est tellement disproportionné quand tu vois son ranch et que tu vois la cour qu'il y a autour. Et, je pense que tu peux pas être outre. Mais je pense qu'il y a aussi une souffrance dans tout ça. Hein. Je pense qu'il a énormément souffert. Est-ce que tu es à la fois entouré et tout seul? Je pense que tu es profondément seul à ce niveau-là. Mais que ça soit le pouvoir, ça isole. Donc je crois qu'à un moment, ça fait partie du lot. T'as une anecdote avec lui que t'as vécue? Non, passer un bon moment, gentillesse absolue, voilà. Quelqu'un d'extrêmement gentil. Jermaine est différent, plus dans la réalité, dans le gain, de vendre son frère, d'ailleurs. Ouais. On en revient toujours à la même... C'était un peu la poule aux œufs d'or pour tout le monde. Bah, c'était. Ouais, c'est ça. Jermaine Jackson, oui, à part à l'époque des Jackson 5, Jermaine Jackson, Michael, c'est la tête de gondole et c'est le boulevard. Il y avait beaucoup de sécurité autour de lui. Ouais, vraiment beaucoup de gardes du corps, machin. Oui. Toujours, ouais. Toujours, ouais. Il t'a offert un truc.
T'as fait un cadeau pour ton fils? Oui, quand mon fils Zeus est né, que je vivais au Bollywoodshire, il est venu avec 200 lollipops. 200 sucettes? Ouais, en bleu, puisque c'était un garçon, et avec lui sur les sucettes. Avec marqué... Non, juste lui, en dessin. Juste Michael Jackson en dessin? Ouais. Enfin, ce qui ressemblait à Michael Jackson. Tu penses que tout ce qui a été dit sur lui est vrai? C'était quoi ton opinion quand t'as vu après tous ces... Le problème de la célébrité, c'est que tu ouvres un boulevard. C'est-à-dire que tout peut être interprété, tout peut être manipulé, et la facilité, elle est là, puisqu'il y a le gain, il y a l'argent, il y a cette maladie... La jalousie, la concurrence. Concurrence, la mégalomanie de la réussite, et donc c'est extrêmement facile. Maintenant, la personne que j'ai vue, ou que j'ai perçue, moi, je pense que Michael Jackson était asexué, et en aucun cas, je peux imaginer, mais c'est un ressenti. Oui, t'étais pas dans son lit. J'étais pas dans son lit. Mais je pense qu'il faut toujours donner le doute. Et je pense que la facilité aujourd'hui, surtout on n'a qu'à regarder le nombre de personnalités publiques où on dit, voilà... ils sont comme ci, ils sont comme ça. Tu en as été victime de l'histoire, donc c'est facile. Moi, disons qu'ils sont peut-être un peu plus vigilants parce qu'ils savent que, même si je suis une personne connue, j'ai ce ressort de voyou. Mais je trouve ça dégueulasse. Lorsque c'est pas fondé, je trouve ça dégueulasse pour les deux choses. Je trouve ça dégueulasse lorsque c'est pas fondé parce que tu pourris la vie de quelqu'un. C'est-à-dire que malheureusement, l'humain a toujours tendance à préférer le noir. À aimer le sang. À aimer, donc voilà. Et peu importe que tu sois blanchi, peu importe que ce n'est pas vrai, il en reste une trace. Calomnie, il en restera quelque chose. Le truc, c'est que personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir dans la vie. Tout le monde est un peu dans la zone grise. Oui, si tu veux trouver quelqu'un, un pouls à quelqu'un, tu peux toujours dire... Et le problème de ça, de ces déviances, pour les gens qui en sont vraiment victimes, ça donne plus de crédit. Exactement. Donc, ceux qui ont réellement ces salauds qui violent ou qui ont des abus... malheureusement, aujourd'hui, on a une panel où tout le monde peut être assujetti. Et ce qui est fou, c'est que ce qu'on devrait dire, ce qui devrait être la priorité, le bénéfice du doute devrait être accordé à la personne qui est accusée. Mais sur les réseaux sociaux, c'est un tribunal populaire, t'as pas de... Oui, même de savoir si c'est vrai, il n'y a même pas de plainte, tu vas tout de suite être accusé d'un truc. Voilà, puis après, dans vos milieux où la concurrence... t'as tous les petits rouages derrière, les non-dits. C'est le bal des hypocrites. Pour être poli et pas dire c'est le bal des enculés. Il faut faire attention à ne pas être trop entouré d'amis. Il faut faire attention à qui tu parles dans ce milieu. Mais de toute façon, déjà, l'amitié, c'est une denrée rare. La vraie amitié, elle existe peu. T'as beaucoup de courtisans. Voilà. Mais pour les mauvaises choses. Exactement. Pareil qu'on n'a pas plus d'amis dans sa vie que de doigts sur une main. C'est déjà pas mal si t'en as... C'est déjà pas mal si t'en as 5. Hein. Ouais. Toi, t'as eu 2 enfants à l'époque, Björneva et Zeus, qui ont 30 et 24 ans, si je ne dis pas de bêtises aujourd'hui. À l'époque, avec 2 mamans différentes. Hein, 2 mamans différentes. T'as réussi à les voir malgré ces arnaques et cette vie malheureusement, avec mon fils, lorsque j'ai fait les 5 ans à Lewisburg, en haute sécurité, mon fils Zeus, j'ai pas pu le voir. Enfin, en tout cas, j'ai toujours refusé, même si la mère était bienveillante. C'est pas un endroit pour les enfants d'aller voir son père. Aux États-Unis, en prison? Oui, en haute sécurité. T'étais habillé en orange? J'étais habillé en gris. Orange, c'était state. C'était quand il me baladait entre les states. Mais comme j'étais arrêté par le FBI, j'étais fédéral. Donc quand j'ai purgé ma peine, j'étais en gris avec un numéro de matricule 32 924 086. Tu t'en rappelles? Ça serait difficile de faire autrement. Ouais, c'était ton prénom et ton nom pendant 5 ans. Non, il n'y avait pas de nom et pas de prénom. Mais c'était l'équivalent de ton prénom et ton nom. Voilà, il te marque. On va y arriver, là, justement. Juste en 2016, j'ai rien à voir, mais j'ai noté, Michel Polnareff publie son autobiographie et t'accuse de l'avoir escroqué. Alors, il y a eu des escroqueries plus récentes, hein, du coup, là, on était dans les années 90.
t'accuse de l'avoir escroqué 250 000 euros. Il aurait fallu qu'il les ait. De quoi? Il aurait fallu qu'il les ait à l'époque. Il dit, même une poubelle n'en voudrait pas comme sac. C'est pas mal. Mais entre poubelles, on devrait bien s'entendre. Polnareff, c'est... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Polnareff, c'est le syndrome de Stockholm. Parce qu'il a écrit un bouquin qui s'appelle Polnareff sur Polnareff, où il dit que je suis un génie. Alors, le sac poubelle au génie, bon, c'est vrai qu'il y a un espace. Voilà. Polnareff, c'est un mégalomane, comme beaucoup, puisqu'il avait dit la dernière fois, c'est pas moi qui le dis, il voulait ses lunettes sur la Tour Eiffel. Bon, il trouvait que la France ne l'avait pas accueilli. Le Mozart du piano n'était pas à sa hauteur. Polnareff, voulait m'acheter le Hammer que j'avais. Le Hammer, la voiture, le 4x4? Le 4x4, avec qui j'avais eu l'histoire où j'avais tiré à travers des agresseurs qui avaient... Aux États-Unis? Oui, qui avaient été mal intentionnés. T'en avais pas dans le QG, ça t'avait tiré, effectivement. Oui. Quelqu'un qui venait avec une arme aussi, hein? Oui, non, ils étaient 5. Oui, c'est ça. Enfin, ils avaient des armes aussi. Oui. J'ai pas abattu une pauvre personne. C'est pas un passant, quoi. Non, c'était des vendeurs de cam qui m'avaient vu comme un petit Gaulois bien gentil. Il s'est dit, puisque j'avais eu l'histoire avec Mickey Rourke, ils étaient venus emmerder Mickey Rourke à l'époque au Garden Evidence et que j'avais pris ses patins. Polnareff, donc j'étais copain avec Dodi Al-Fayed, donc j'avais acheté le Hammer Dodi Al-Fayed. Dodi Al-Fayed qui était le dernier mari de Lady Di, lorsqu'elle a été malheureusement descendue. Et je crois pas qu'ils étaient mariés. Ah non? Ah non. Pardon. Ouais, ils étaient séparés. Attends, elle trompait le prince? Oui, c'est ça, c'est ça. Et ça avait fait, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu plein de rumeurs. Le roi d'Angleterre. Oui, c'est ça. Et elle était avec Dodi Al-Fayed au Ritz. Je crois, il y a la porte qui tourne. Voilà, c'est ça. Elle part en Mercedes. Effectivement, c'était pas... Voilà. Et Al-Fayed, qui était un gentil garçon, qui avait donc m'avait vendu ce Hammer 150 000 $. Que tu envoies aux États-Unis? Comment? Que tu envoies aux États-Unis, le Hammer, c'est ça? Il était aux États-Unis. Ah, ils étaient aux États-Unis. Donc je le rachète et tout. Et on était à l'époque de Y2K, c'est-à-dire l'an 2000. On arrivait à l'an 2000. Et donc Polnareff, qui est un grand parano... comme le Hammer avait les roues blindées, qu'à l'époque il était teinté, que c'était un Hammer de sécurité, me dit je veux te racheter le Hammer. Ben, j'ai dit ok, voilà, je l'ai acheté tant et je te le vends 250. 150, il y en avait pas, il y en avait qu'un avec lumière rouge. Il y avait les gyrophares dessus? Oui, il y avait tout. Petit porte-cigare en baccarat. Enfin, on peut imaginer qu'Al-Fayed n'avait pas une poubelle, pour reprendre ce que Polnareff disait. Et donc, à l'époque, qu'on sache, puisque les gens ont la langue de bois, moi, je ne l'ai pas, j'ai un avantage. Je dis les choses comme elles sont. À l'époque, Polnareff est à Los Angeles, personne ne connaît Polnareff. Le mythe de dire Johnny Hallyday est une star... Aux États-Unis. Les Français adorent dire que ce sont tous des stars aux États-Unis. C'est une belle connerie. On ne le connaissait pas du tout? Non, personne ne connaissait Polnareff. Il vivait à Palm Springs, voilà. Et donc, il était à la ramasse. Polnareff, il faut savoir, la question, elle est très intéressante. Or, je ne l'en veux pas. Les cons, il ne faut pas leur en vouloir. Ce qui est intéressant, c'est... Pourquoi Polnareff revient toujours en France? Si c'est une star aux États-Unis, pourquoi il ne joue pas aux États-Unis, il fait ses concerts et il prend son blé? C'est-à-dire que quand Polnareff il est à la ramasse, il retourne en France parce que les Français sont assez cons, enfin, en faire toute une pancarte. Mais ça fait 40 ans que ça dure. Il faudrait peut-être renouveler le stock en France. On est passé à une autre époque. Le chanteur, tu veux dire? Oui. Donc dès qu'il est à la ramasse, il vient en France faire un peu de blé. Entre-temps, il en plante quelques-uns, comme il a fait la dernière fois, puisqu'il aime un peu trop la vodka. La réalité de Polnareff, je lui en veux pas d'avoir un a priori sur moi, et c'est pas très grave. Polnareff voulait avoir un port d'armes, puisqu'il était parano. À l'époque, j'étais copain avec Lee Baca, je finançais Langren, le gouverneur de Californie, et je finançais le Sherman Block, ce qu'on appelle le shérif de la Californie. Je le finançais pour sa campagne, parce qu'aux États-Unis, c'est des campagnes. Tu finançais, c'est-à-dire tu donnais de la thune? Je donnais de la thune. Et donc, un jour, je prends Lee Baca. Tu avais eu avec des escroqueries?
Oui, oui, mais j'avais déjà fait le parcours. Hein. D'accord, d'accord. Et donc, je dis à Ali Baka, est-ce que tu pourrais faire un port d'armes à un Français qui est chanteur, qui est connu, il me dit, bah, pas de problème. Il me donne la fiche pour les empreintes. Mais entre-temps, je charcle le mec. Tu tires sur quelqu'un. Voilà. Et quand je tire sur quelqu'un, le Polnareff, qui est d'un extrême courage, se rend compte que dans sa parano, il se dit, oh là là, j'ai les empreintes. Hein. Donc, il va chez les flics en disant, voilà. Parce qu'il m'a volé les empreintes. Alors, je voudrais bien savoir comment on peut voler. Alors, moi, j'ai chopé la main et je lui ai... Ah, il dit que tu as volé les empreintes. Mais c'est couvert le cul. C'est un faux cul, Polnareff. Il n'a pas de couilles. C'est ça, la vérité. Moi, je suis un escroc. J'ai été un escroc, aujourd'hui, je ne le sais plus. Mais moi, j'ai les couilles d'assumer ce que je suis. C'est-à-dire que je ne dis pas aux gens ce que j'ai fait, c'est bien ou pas bien. J'ai eu une vie d'homme, j'ai assumé mon parcours d'aventure. Mais à contrario de lui, c'est que moi, j'assume et je ne suis pas dans le déni. Donc, la vraie merde, c'est que Polnareff, qui l'amène un jour, mais je l'ai toujours invité. Je lui dis qu'il fasse un plateau avec moi, qu'il vienne. Pourquoi il ne vient jamais? Et j'ai toujours invité, qui montre à quelqu'un qu'il arrête d'aller sur TF1 en braillant. Ne braille pas, amène les évidences. Amène-nous un document où tu m'as fait condamner par la Cour fédérale des États-Unis pour escroquerie. Il n'a jamais voulu venir parler face à toi? Non. Mais ça serait extraordinaire. Avec sa petite perruque, là, ça serait magnifique. Attends, Benny Hill. Et pourquoi il parle de 250 000 euros? C'est quoi? C'est le meurtre? C'est le Hammer qu'il n'avait pas l'oseille pour payer. Il n'a pas pu le payer. Donc, il m'avait donné une avance. Et un jour, on va à Las Vegas, on jouait au blackjack, parce que Polnareff est un grand joueur de blackjack à 15 000 balles le coup. Et donc, il avait un pocheton. Je lui dis, écoute, si tu veux me payer le Hammer, il va falloir me le payer un peu. Mais il ne m'a jamais payé la différence. Voilà. Donc, du coup, tu n'as pas filé le Hummer? Bien sûr que non. Okay. Mais moi, la différence entre moi et Polnareff, ce que je dis, je peux l'épauler. Que lui épaule ce qu'il dit. Voilà, c'est une invitation. Amène un sac poubelle avec tes preuves. En 98, tu fais 6 mois de prison aux USA pour port d'armes. Ça, c'est avant d'être arrêté par le FBI? Je ne fais pas 6 mois de prison pour port d'armes. Alors, attends, la prison. Je suis condamné pour port d'armes illégal sur le gars que j'abats. Ah, parce que tu l'as tué, le gars? Oui, il est resté sur le carreau. Ah, c'est vrai? Oui. Je sais pas, ok. Le gars sur qui c'est pas grave. Hein, et t'as pas eu de problème avec ça? J'ai été condamné à 850 $ d'amende pour délit weapon. C'est tout? Port d'armes illégal. Oui, j'étais en légitime défense. C'est pas la France. Hein. En France, on a le droit de venir t'agresser chez toi, mais toi, t'as pas le droit de te défendre. Aux États-Unis, il y a au moins cette constitution qui te permet de te défendre. Donc, c'était comme la voiture était à moi, la légitime défense a été reconnue et j'ai pris 850 $ d'amende. 5 ans pour l'escroquerie, 850 $ quand tu charcles quelqu'un. Voilà. Parce qu'il t'avait tiré dessus, le gars? Oui, oui. Ah oui, donc t'étais vraiment en légitime. Oui, j'étais en légitime défense. T'avais des impacts de balles sur ta voiture, machin? Ils ont trouvé que ceux qui sortaient de chez moi. Alors j'avais noté, dis-moi si c'est juste, parce que j'ai essayé de reprendre plein d'interviews que tu avais fait à l'époque. Tu fais aussi 6 mois de prison pour le braquage d'une bijouterie. Non, mais c'est toujours 6 mois de prison. Non, c'est pas 6 mois de prison. Non, toujours pas non plus? Ok. Non, je fais pas 6 mois, non. Je fais 1 an d'isolement. En Suisse, à Chandelon. Je suis accusé d'un vol à main armée avec prise d'otage dans l'affaire Bucherer. Et c'était pas toi? Non. Puisque j'étais reconnu non coupable. Voilà. Et pourquoi tu es encore en cavale aux États-Unis? Je suis pas en cavale. Je suis en cavale par rapport à la Suisse. Ils m'extradent de la Vegas en Suisse. Et après, je repars. Une fois que je suis acquitté, je repars aux États-Unis. Là où je vis, je suis résident américain. Oui, en fait, maintenant, après, c'était ta résidence là-bas, américaine. Oui, j'ai vécu 20 ans. Et là, tu tentes d'arnaquer un homme d'affaires et inventeur de Vancouver. Oui, c'est ça. Canada. Ouais. Et là, il porte plainte et tu commences une cavale. C'était une erreur, ce mec-là? Non, c'était pas une erreur. Mais la cavale, elle part des États-Unis, elle part pas du Canada. Elle part de New York, la cavale. Elle part de New York? Voilà. C'est là où ça commence. Je suis recherché à Los Angeles. Je me barre de Los Angeles à New York et je continue. Et c'est là que le FBI se met sur mes côtes. Mais le FBI se met sur moi, sur Los Angeles, lorsqu'ils arrêtent Benny.
lorsque je vis au Bobby-Wilshire et que je suis à l'OM, Benny se fait arrêter. Qui est Benny? Benny, c'était un gars que j'avais aidé, qui me faisait mes courses et il se fait serrer parce qu'il prenait de la cocaïne. Et il dit, je connais un grand mafieux qui vit à l'hôtel Bobby-Wilshire. Le flic, Georges Muller, qui s'est fait sa carrière, qui est devenu DIA aujourd'hui, encore un mec qui a dit à toute la terre entière, et encore la presse qui l'a commenté, parce que la presse, des moments, elle ne vérifie même pas. Muller, qui m'a jamais arrêté, a dit à toute la terre qu'il m'avait arrêté. Mais en fait, c'est pas vrai, puisque c'est le FBI qui m'a arrêté. Et en fait, Benny, ils vont vérifier. Lui, Muller, qui était le LAPD Los Angeles Department, appelle le FBI. En premier lieu, il va voir au Bobby-Wilshire, il voit que j'ai tout l'étage de l'hôtel, et il va au parking de voiture, il voit que j'ai 2 millions de dollars en parking de voiture. Donc là, il prend au sérieux ce que Benny lui dit. Et c'est le FBI qui se met sur mes côtes. Attends, c'est-à-dire que Benny, en fait, te balance? Oui, oui. Alors que c'était ton assistant? Ouais. Et les balances, il y en a partout. Ça grouille. C'est un métier. Il y a plus de balance que de mecs qui... qui tiennent la route, bien évidemment. Et donc, le gars de balance... Et donc, ils se mettent sur moi. Et je pars de Los Angeles à New York. Et donc, ça prend une ampleur, parce que le New York Times commence à en parler, je passe sur CNN, et puis après, je suis dans les plus recherchés, parce que là, je me mets en cavale, et je fais une vraie cavale. C'est-à-dire que je pars de New York, je retourne là où je suis le plus recherché, à Los Angeles. De Los Angeles, je vais à San Diego. Vers le Mexique, au sud. Voilà, il y a la frontière de Tijuana, et je passe au Mexique. Je reste 2 mois au Mexique, je m'emmerde terriblement, parce qu'à part boire de la tequila et de la Corona, je me fais chier. T'es tout seul? Je suis tout seul, ouais. Et donc je re-rentre aux États-Unis. Alors que t'es recherché aux États-Unis? Alors que je suis recherché. Et après, je trace, je fais Seattle, frontière canadienne, je fais tout ça en tom-car, tout seul, et je passe avec des faux faf sur le Canada. Mais là, tu savais que c'était fini, en vrai? Je savais que c'était une question de temps. Et tu profitais un peu avant de... Profiter, c'est pas le mot adéquat. Je crois qu'on profitait, non, on n'était pas en mode détente. Non, c'était pas agréable? Non, la cavale, c'est très dur. C'est très dur, il faut avoir les vraies cavales. Enfin, moi, c'en a été une vraie, puisque j'ai 2 ans en ayant les US Marshals et le FBI, en étant dans les plus recherchés de l'Amérique. Et comment tu peux rentrer aux États-Unis? Tu avais des faux papiers aussi? Des faux faf, ouais. Et ils ne sont pas rendus compte, il n'y avait pas les visages? Non, j'ai passé les douanes routières. Oui, c'est ça, tu es en voiture, Donc, ils se penchent. Mais ils se penchent, ils regardent la driver license, et comme il y a un accord entre l'Américain et le Canada, ils regardent, bon... Et là, tu avais de et là, l'argent. quand je passe... Tu avais de l'argent liquide avec toi? Ouais, Parce que tu payes pas avec des cartes. Non, on paye plus avec des cartes. Il n'y avait pas de portable. Il n'y a pas de portable, il n'y avait rien. Sinon, tu étais foutu. Ouais, Il n'y en avait déjà pas, mais aujourd'hui, ça serait plus possible si tu avais un téléphone. Oui, il y avait le portable à l'époque. Si, il y avait le portable déjà. Quand même. C'était en quelle année, la cavale? 96. Oui, c'est ça, il y avait les premiers téléphones. Ouais, il y avait... C'était vraiment les débuts. Les gros bigots, là. Et, c'est pas les iPhone 4. Et tu payais qu'en billets de dollars? T'avais beaucoup. Ouais, qu'en argent, puis on venait m'alimenter quand j'en avais besoin. Tu te rappelles combien t'avais d'argent, par exemple, à peu près, hein, mais t'avais pris combien pour une cavale? J'avais ce qu'il fallait. J'avais ce qu'il fallait, sinon elle n'aurait pas duré 2 ans. Ah, c'est ça. Parce Puis, que ça coûte cher, j'avais des amis qui m'alimentaient. En plus? Ouais, des gens solides. De l'argent que t'avais donné à l'époque? Non, des gens solides. À l'époque, t'avais déjà tes enfants? Ouais. Quand tu étais en cavale, donc là, pas du tout de contact ou... Non. Aucun coup de fil? Pour pas te localiser? Rien du tout. Tu savais qu'ils attendaient ça? Je savais qu'ils étaient sur moi sérieux. En fait, tu savais par exemple, Pablo Escobar a été arrêté, enfin, et tué, même à la fin, à cause de ses enfants. C'est parce qu'il a voulu passer un coup de fil à ses enfants. C'est le talon d'Achille, souvent, de chaque être humain. Oui, mais il faut pas l'avoir, ce talon d'Achille. Toi, t'as réussi à pas du tout avoir de contact? Non. Est-ce que tes enfants étaient inquiets à ce moment-là ou ils étaient tout petits? Tout petits, pas inquiets. Et tes 2 ex-femmes étaient inquiètes quand même? Oui, parce que ces relations-là, c'était des vraies relations. C'est les femmes qui portent mes enfants, donc c'est... C'est à vie. La relation la plus importante, sans doute.
Et ce sont les mères de nos enfants. Tu as fabriqué ton affiche Wanted. Est-ce que c'est vrai, ça? Ah oui, Tu l'as dit que j'avais envoyé à Muller. Là, parce Tu l'as dit dans une... Muller m'emmerdait tout le temps en disant, j'entendais sur les plateaux de télé. Le commissaire, enfin l'inspecteur. Ouais. Et à un moment, c'était drôle parce qu'il y a ces pancartes comme à Disney où il y a des cow-boys et des Indiens. J'ai mis ma pomme, j'ai fait la photo et je l'ai envoyée à lui. Oui, tu peux faire des shootings de photographes. J'avais mis ma pomme. C'est de touristes en plus, ouais, hein, où tu payes $20 voilà. et tu te mets un chapeau devant un décor. C'était marqué Most Wanted avec une Winchester. J'étais en cow-boy et la mère de mon fils en indienne. Ça, t'en as parlé dans une émission de télé américaine où tu as été invité, 60 Minutes, ouais. Qui est une émission vraiment extrêmement connue aux États-Unis. Ah, c'est le pouls de l'Amérique. C'est les présidents américains, c'est le pape, c'est Mandela, c'est Malcolm X. Ils t'y ont invité? J'ai fait 2 fois 60 Minutes. Il y a d'autres Français qui sont allés, non? Non, jamais. Jamais? Non. Ils t'ont reçu comment, les Ricains, après? Propre. Propre? Ouais. L'Amérique a aimé cette histoire. Pourquoi? Pourquoi les Français l'aiment bien? Les gens sont gentils avec toi dans la rue? Très. T'as une cote de popularité assez énorme? Ouais. Je l'ai vu dans le QG, hein. On voit les commentaires, on voit les messages, les gens sont bien on voit les vues. Les gens sont bien vus. Ça fascine, Est-ce que t'as pas eu peur à un moment donné que les gamins aient envie de faire pareil que toi et fassent n'importe quoi? J'aimerais pas qu'ils fassent pareil que moi. Déjà, ils se planteraient parce que c'est pas la même époque et je leur souhaite quelque chose de mieux. Est-ce que pendant une cavale, tu devenais parano? Pas parano, mais... Est-ce que chaque regard, chaque... Non, j'étais vigilant. Pas parano. Je crois que j'ai ça de T'es pas peureux? Extrêmement. T'es peureux? Non. Ah non, non. Ouais, si t'es pas dans cette vie-là et que t'es peureux, il faut changer de métier. C'était quoi les consignes du FBI à l'époque où t'étais recherché dans tous les États-Unis? De m'arrêter. C'était pas de te tuer? Je pense qu'ils y ont pensé. Parce que je les ai tournés en bourrique et en plus, ils savaient que j'étais capable. Puisqu'il y avait eu cette histoire. Tu te fais arrêter au Canada? Ouais, salement, ouais. À cette époque, pourquoi salement? Je rentre en voiture, il y a un camion devant moi, le camion se lève, des M16, les mecs sortent, ils pètent tous les carreaux, et ils me sortent comme un chien, l'hélicoptère au-dessus, et c'est peut-être ce qui m'a sauvé la vie. Je pense qu'ils auraient bien aimé me faire. Comme Mérine? C'est un ressenti. Avec le camion devant, en fait? C'était, comme ça. Il lève la bâche et... C'est là qu'on comprend que l'intensité va être là. Ah oui, mais là, tu sais que tu vas passer une mauvaise nuit. On la passe pas puisqu'on dort pas. C'est le FBI qui t'interroge? On me met en tôle au Canada et c'est le FBI qui vient au Canada te parler? Ouais. Je leur parle pas. C'est vrai? Ouais. Et ils t'emmènent pendant 5 ans? Tu prends 5 ans de prison ferme? Je reste 2 ans au Canada et mon avocat, qui était l'avocat de la pègre, qui était un des plus grands avocats, qui est l'avocat de Spencer, des Beatles, du producteur, qui s'appelait Bruce Cutler, qui était l'avocat de John Gotti, le parrain de New York. Et comme je suis populaire en Amérique et que ça alimente... Les médias américains ont été extrêmement bienveillants dans mon histoire. Ouais, t'as senti... Ah oui, lorsqu'ils venaient au tribunal, les salles étaient pleines et les gens... ils venaient voir l'animal. Tu pars après 2 ans, donc t'es violenté par le FBI ou non, pas? Non, dans les techniques d'interrogatoire, est-ce que c'est vrai? Ils font leur taf, mais moi, il n'y a rien à squeezer. Ils voient que t'es pas un violent, entre guillemets, enfin, ils se disent, tu vas pas essayer de les attaquer? Non. Il n'y a pas de raison de les attaquer. Quand dans les locaux du FBI, je vois pas comment ou à moins que tu aies une case de vide. T'as du respect pour eux? Moi, j'ai pas de problème avec les forces de l'ordre, ni la police. D'ailleurs, il y en a plein qui me demandent des autographes ou de prendre des photos. Il n'y a pas de... Ils ont fait leur tâche, j'ai fait le mien, point. Moi, je suis pas anti-flic ou c'est pas mon combat ou entre guillemets ma vie, c'était pas ça. Le flic doit faire il fait ce qu'il a à faire et moi je fais ce que j'ai à faire, c'est tout. Oui, t'es pas anti-police comme certains gangsters aujourd'hui. C'est une autre génération. Je crois pas que les vrais gangsters soient anti-police ou pas. Ils sont payés pour faire un taf, ils le font et toi t'es
Et tu fais ce que tu as à faire. S'ils sont meilleurs que moi, qui me servent, ils me servent. Mais allez, voilà, c'est leur boulot. Les pompiers éteignent les incendies, les flics arrêtent les voyous. Ils font ce qu'ils ont à faire. Il y a des témoignages dans des documentaires sur toi. Donc, c'est George Miller, t'en parlais, l'enquêteur superviseur du bureau de procureur de Los Angeles. Ouais. Tu dis, il serrait la main du shérif qui devait défendre des gens qu'il escroquait lui-même. Ouais. On en revient à ce que je disais sur Paul Naref. Quand il sortira, avec tout le temps passé en prison, il réfléchira à un nouveau jeu. C'est comme ça qu'il fonctionne. Je ne pense pas qu'il puisse bosser dur une journée de sa vie. Il avait dit ça à l'époque, tu trouverais toujours des trucs. C'est peut-être... pour une fois, il n'a pas dit des conneries. T'as jamais bossé dur une journée de ta vie? Bosser dur, je sais pas ce qu'on attend pour bosser dur, mais... non, j'ai pas... Non. T'as jamais eu de boulot classique? Non. Même après... Enfin, j'ai un boulot. Quand j'ai présenté National Geographic, c'est un boulot. Quand j'ai fait 7 bouquins, c'est un boulot. Bien sûr. C'est un boulot légitime, je paye mes impôts. Quand tu pars en prison aux États-Unis, après ce passage au Canada dont tu parlais pendant 2 ans, pour purger le reste de ta peine, t'es condamné pour contrebande, vol, parjure, fraude, faux, usage de faux passeport, détention illégale d'armes à feu et délit de fuite. Genre, c'est très... C'est large. C'est là. Ils ont couvert. Combien tu prends de prison en totalité au début? Ils t'annoncent combien, le premier chiffre? Ils veulent me donner 25. Là, tu dis que ta vie est finie au début? Non, je me dis qu'il va falloir se battre. Sur ce que je fais. Parjure, c'est, pour ceux qui ne savent pas, moi je ne savais pas, en fait je suis allé voir sur Internet hier, pour tout vous dire, c'est en fait quand tu jures, mais que tu mens. Oui. C'est-à-dire tu jures sur la Bible et t'as... Tu jures pas sur la Bible. Le parjure, c'est quand il te parle en... c'est que tu l'as menti, quoi. L'enquêteur te pose des questions et que voilà. Et en quoi tu l'as menti? Bah, j'ai jamais dit, j'ai dit absolument pas. Mais moi, de toute façon, c'était toujours très limité. Je suis pas quelqu'un qui est... Je parle pas avec la police. Je n'ai pas à parler. C'est à eux de démontrer. C'est pas à moi de parler avec eux. Oui, c'est pas à toi de donner des éléments, quoi. Bah, sinon, faut pas qu'ils portent un uniforme. T'arrives à te faire des amis en prison? On n'a pas beaucoup parlé de la prison l'autre fois américaine. La prison, les prisons américaines sont dures. L'amitié en prison, tout est basé sur le respect, et sur la parole donnée, et surtout à ce niveau-là. Disons que tu partages une chose en commun, c'est la souffrance et la dureté. Après, malheureusement, c'est la jungle. Vraiment? Ouais, c'est dégueulasse. Ouais. Enfin, en Amérique. Hein. Ouais. En Amérique, c'est extrêmement violent. C'est où t'es le boucher, où t'es l'agneau. Mais tu vas pas pouvoir... à un moment ou à un autre, tu vas être testé. Il n'y a pas le choix. Ah oui? Ouais. On voit des reportages parfois sur des prisons où il y a des caméras de surveillance dans les prisons, où tu vois qu'il tombe à 25 sur un gars, il le tue en couteau, etc. Ouais. Toi, tu vis des trucs comme ça, tu vois? Moi, j'ai vu 3 personnes qui se sont fait tuer en prison. Et quand tu dis, tu savais que ça allait te tomber dessus à un moment donné, comment ils t'ont testé? Comment tu te fais respecter, toi, français? Il y a un moment où l'histoire, elle arrive, tu te retrouves dans les chiottes et tu te tapes. Ça, c'est le meilleur des cas où il y a un moment, le mec, il va venir pour te racketter. Si tu lui mets pas une lame ou tu t'en occupes pas, et ben, c'est fini. Donc, il y a un moment, voilà. Donc, il y a un moment, on est venu me voir. Pour te racketter? Pas me racketter, mais de demander ce qu'on appelle les commissions, la cantine. Et donc, on a voulu tester. C'est quoi la pire chose qui te soit arrivée en prison, toi? Il n'y a pas eu de pire chose. C'est le quotidien de se dire que que les journées ne passent pas et ça s'arrêtera quand. C'est en 2005 que tu retournes en France? Ouais. Là, tu te rends compte que c'était difficile, le manque de liberté? C'est vraiment là où tu le ressens plus qu'en France, même à l'époque? Que c'est la base de la vie et que finalement être... Non, j'ai toujours su, moi. Pouvoir aller pisser quand tu veux, c'est... Ouais, j'ai toujours su. Tu peux aller pisser quand tu veux, mais disons que les choses sont pas très agréables. Mais moi, la liberté, c'est la chose primordiale. C'est la chose la plus importante pour tout individu. Parce que t'es un peu un husky, toi. C'est-à-dire que t'es un gars qui va faire une cavale, qui va partir tout seul. T'es un gars qui va partir aux États-Unis, même tout seul à l'époque.
Bah, j'ai parcouru le monde. Qui a besoin de liberté, quoi. J'ai besoin. J'ai parcouru le monde. Je suis parti en Birmanie, sur le lac Inle. Je crois que ça doit être mon sang viking qui est chez moi. On aime bien prendre le drakkar. On t'a viré des États-Unis ou tu pouvais y rester? Non, j'avais l'obligation de quitter le territoire américain. Oui, mais j'ai pas été, puisque j'avais la green card, j'ai pas été expulsé. À contrario des. Donc c'est pour ça que j'ai pu voyager. Mon avocat m'avait pris mon billet pour Londres et que je suis parti à Londres. Et quand tu arrives à la douane en France, après ce vol-là? C'est là où ils sont cons. J'arrive à la douane en France, donc ils m'attendent à la sortie de l'avion, bien évidemment. Et donc, oui, elle voulait nous suivre, voilà, et il me prend. Et j'entends le douanier qui dit il faut le passer à tous les fichiers. Mais enfin, ça fait 20 ans que je suis pas revenu, donc tu penses qu'il se passe quoi? Donc ça a duré. Ils m'ont redonné mon passeport. Je suis sorti de l'aéroport. Et ce qui est fou, c'est que t'es invité à l'Élysée 3 ans plus tard. Ouais. T'arrives en 2005, 2008, t'es invité à l'Élysée. Il y a des photos, on les voit là. C'est le 18 mars 2008, pour la remise des médailles de la réalisatrice Yamina Benguigui. On voit à côté de Nicolas Sarkozy et de Charles Pasqua, qui est l'ancien ministre de l'Intérieur, qui était connu pour être... bon mec, Pasqua. Qui était connu pour être dur en off. On peut dire ça élégamment. Qui est quelqu'un avec de la poigne, Charles Pasqua. Un peu... avec des accointances avec la mafia. Moi, j'aimais bien Charles Pasqua. J'ai eu un bon rapport avec lui. T'es invité et on voit même les huissiers, c'est assez marrant. Sur le perron de l'Élysée. Sur le perron de l'Élysée, donc c'est-à-dire les gens qui accueillent les invités à l'Élysée, etc. Donc ils voient beaucoup de chefs d'État, etc. Qui ne demandent jamais de photos, qui ne se permettent pas, parce que déjà il y a un code, voilà, ça ne se fait pas. Et quand c'est toi, ils te le demandent. Et je fais la photo sur le perron. Et tu fais la photo avec les huissiers de l'Élysée, qu'on n'a jamais vu d'ailleurs. Je ne sais pas s'ils ont dû se faire engueuler après, peut-être. Je ne sais pas. D'avoir demandé une photo. Tu vas parler à Sarkozy aussi, tu lui parles? Ouais, une rencontre cordiale et voilà. Qu'est-ce qu'il te dit? Vous parlez de... Il m'avait dit bravo pour la rédemption. Et j'ai dit quelle rédemption? Et Pasqua, tu lui dis quoi? Je lui dis quand est-ce qu'ils vont me la mettre? Il rigole. De quoi? À la médaille? La Légion d'honneur. C'est vrai? Ouais. Et il m'a dit ça va prendre un peu de temps. À cette époque-là, tu fréquentes Sonia Rolland. Ouais. Ancienne Miss France, pour ceux qui ne connaissent pas à cette époque. Et vous avez une fille ensemble qui s'appelle Tess. Ouais. Donc c'était ton troisième enfant, qui a 17 ans aujourd'hui, donc qui est beaucoup plus grande maintenant. T'es proche d'elle? De Tess? Oui. Bien sûr. Maintenant que tout ça est fini... Puisque tu l'as rencontrée. Je l'ai rencontrée, je l'ai vue, moi. Ouais. Effectivement, elle est grande maintenant. Elle est grande dans tous les sens. C'est plus une enfant. Maintenant, tu as encore Raphaël, le plus petit. Moi, je suis le nain à côté. Maintenant, tu arrives à être proche de tes enfants, à rattraper le temps perdu, entre guillemets, même si... Avec Tess, il n'y a jamais eu vraiment de temps perdu, puisqu'elle a grandi avec moi. Et Raphaël aussi. C'est les deux Américains qui ont eu du temps perdu. Est-ce que tes enfants, tu as des discussions avec eux sur ce que tu as fait? Oui. Ou c'est pas trop un sujet que vous abordez? Non, je l'ai abordé notamment avec ma grande qui est à New York. Un jour, je lui dis, j'étais en voiture avec elle et je lui dis, j'ai peut-être pas été le père que tu aurais voulu. Et je lui dis, voilà, c'est quoi ton ressenti par rapport à ça? J'aimerais qu'on en parle puisque... On en a parlé, elle m'a dit non, elle m'a dit ça me convient. Et Tess, t'as déjà fait des réflexions par rapport aux autres à l'école? Est-ce qu'ils sont... Non, ce qui est générationnel, c'est-à-dire que même ses copains d'école... Te connaissent? Me connaissent et disent ouais, ton père, trop fort, génial. Alors que ça ne l'est pas. Il faut garder toute proportion. Moi, je ne suis pas mégalo et je suis lucide. Aujourd'hui... on te la demande jamais, cette question, ou très peu en interview. Avec quel argent tu vis? Tu as la réponse dans ta question. Lorsque je fais des films et que je fais des bouquins comme... si on regarde Mes vies ou Orphelin Playboy Tollard, on avait vendu 450 000 exemplaires, on avait fait 4 millions d'euros en livres. C'est pas à moi qu'il faut demander de quoi je vis. C'est aux gens qui travaillent malheureusement et qui travaillent durement. Moi, je gagne de l'argent. Est-ce que tu as un grand train de vie? Ça, c'est
te laisse... Bah si, moi j'ai vu... Non mais c'est bien d'ailleurs. Enfin, moi, je suis content pour quand je vois les gens qui ont des bons trains de vie. Je suis pas du tout jaloux ou aigri, au contraire. Ah non, mais j'ai pas dit que t'étais... On a de bonnes relations, calme-toi. Exactement. Ah non, au contraire, je suis très content. Ouais, j'ai une qualité de vie, ouais. Est-ce que tu as réussi, je le demande souvent à des gens qui ont fait des peines de prison pour différentes raisons, est-ce que tu as réussi à garder quand même... non, mais moi, tu me dis ce que tu veux. Non, mais moi, je raconte pas de conneries, sinon je te dis, j'ai pas envie de te répondre, et c'est simple. Moi, j'ai cette facilité aujourd'hui, y compris par rapport à ma vie et ce que je fais, c'est que mon nom vaut de l'argent. Et c'est pas... c'est une réalité. Que ce soit mes droits de film, que ce soit les bouquins. Lorsque j'ai fait un bouquin chez Flammarion, ou que ce soit Robert Laffont, mes avaloirs, c'était 100 000 €. Il n'y a pas beaucoup d'écrivains... Ton avance en avance. Entre guillemets, moi, je suis un pseudo-écrivain, puisque je collaborais. Sauf le premier. Mais donc... et ça marche. Et quand je fais un podcast, il n'y a qu'à toi que je prends pas de blé. Non, mais t'es quand même censé. Hein. Parce que Vous pouvez pas me payer le taxi, en fait. Je te paierai le taxi avec plaisir. Il y a la juge, quand tu as été arrêté, qui t'a fait du bluff. Ah oui, sur le compte à Hong Kong. Sur votre compte, à Hong Kong, vous avez des millions d'euros. Ouais. Et comment elle pouvait savoir... À l'époque, j'avais eu un contrôle de la 14e BRCP qui est... Contrôle des finances, quoi. Non, pas le contrôle des finances, c'est Bercy. La BRCP, c'est les contrôles les plus rigoureux, les plus stricts. Ministère de l'économie, Bercy. Voilà. Et donc, ils avaient vu que j'avais dans les livres de compte de Hong Kong, j'avais un compte. Je tiens à rappeler que, vu le contrôle que j'avais eu, qui est quand même des plus poussés, j'ai eu une non-rectification à la fin. Ça veut dire que mes impôts étaient à jour. Et ils le sont toujours. Donc, voilà. Mais j'avais un compte à Hong Kong, donc c'est une violation de non-déclaration. Quand on a un compte à l'étranger et qu'on ne le déclare pas, on peut avoir un compte à l'étranger, mais on doit le déclarer. Et donc, j'avais été entendu par le pôle financier sur le fait. Et donc, tu as un compte à Hong Kong? Oui, elle me reçoit, elle me dit je vais vous mettre en examen pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Vous avez des millions sur le compte de Hong Kong. J'ai le... Bah, je lui dis, madame, je suis désolé de vous dire, madame la juge, je suis assez surpris parce que je pensais avoir 0 sur ce compte. Et elle me dit, mais vous blaguez ou... Bah, je lui dis, non. J'ai démontré-moi que j'ai des millions sur ce compte. Et ils ont fait la demande en Chine. Et la réponse a été, adressez-vous au ministre de la Justice chinoise. Ça a été classé sans suite. Ils ne peuvent pas savoir, c'est opaque. Voilà, c'est classement sans suite et voilà. Parce que toi, quand tu as vécu pendant des années avec de l'argent liquide, finalement. Oui, pas que. Ah non, tu arrivais à les mettre en compte en banque, etc. Oui, à l'époque, oui. Okay. Je ne vais pas trop te poser de questions sur ce sujet, mais c'est intéressant de comprendre. Mais non, mais le sujet, il est clair depuis 20 ans. Donc aujourd'hui, mes impôts, ils sont payés. Aujourd'hui, il n'y a personne qui vient m'emmerder. Tu résides en quoi aujourd'hui? Français? J'ai résidé en Suisse. Suisse? Oui. Autre pays un peu obscur. Non. Sur les comptes en banque. La neutralité suisse. Côté obscur, c'est pas évident d'être résident en Suisse. Pas... Ah oui, c'est vrai. Bah, oui, puis je pense pas que les Suisses sont connus pour... Border, tu veux dire? Bah, ils ont les frontières de partout, de toute façon, ils sont border. Je vais faire rentrer des amis à toi, si tu veux bien, ouais. Des contacts, des proches, des contacts plus professionnels, histoire d'avoir des gens qui donnent leur avis sur toi pendant 2 minutes. T'es d'accord pour ça? Il n'y a aucun problème, avec plaisir. Juste avant, beaucoup de gens te voient comme un modèle. Je voudrais revenir là-dessus et avoir ton opinion là-dessus. Est-ce que ça te fait plaisir ou est-ce que tu leur dis de faire attention quand tu as des jeunes qui viennent te voir dans la rue et qui te disent t'es mon modèle? Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Oui, je leur dis toujours la même chose. Je lui dis, écoute, regarde le mur d'en face et tas de poileux, c'est plus simple. Parce que c'est la casse-prison. Parce que non seulement je ne suis pas un modèle, déjà d'une, je ne m'estime pas être un modèle. Je pense que l'homme fait ses choix.
Mais en faisant ces choix, il y a un prix, il y a une addition. Alors, s'ils veulent faire ce choix et prendre cette vie-là, ils devront en payer le prix. Et moi qui ai 56 ans et qui s'approche de la vieillesse, la seule chose que je sais aujourd'hui à 56 ans, c'est que la liberté n'a pas de prix, mais elle en a un vrai, c'est-à-dire qu'on doit rester libre. Et toutes ces années de ma jeunesse que j'ai mangées en prison, aujourd'hui, je les paye. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné de vie? Sois tranquille, voilà, trouve-toi un bon travail. C'était le pire conseil, ça? Si je l'avais écouté, je ne serais pas devant toi. Et qu'est-ce qu'on aimerait qu'on retienne de toi avant de faire rentrer tes amis? Je suis un mec libre. C'est la seule chose qui m'intéresse. J'ai vécu et je vis ma vie comme je l'entends. Tu traînais avec parfois des bandits, parfois des célébrités à l'époque. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es encore dans des affaires? J'ai des amis dans le grand banditisme, ça restera toujours mes amis. Je n'ai pas de nature et de vocation d'être renier mes amis. Mais je ne fais pas d'affaires, je fais pas de... J'ai des amis politiques. La dernière fois, en Terre non, je t'ai fait voir une photo. Ils sont au plus haut sommet de l'État et... Je l'ai vu, je confirme. Je ne dirai pas le nom, évidemment, voilà. jamais, mais Comme je suis ami avec des gens du cinéma, ou enfin ce que tu connais. Voilà. Monsieur, c'est ça. Parce que tu Et choisis... dont toi. Parce que tu choisis tes amis. Je choisis mes amis et je crois dans l'amitié et la fidélité de l'amitié. Mais pas de l'amitié par intérêt, l'amitié à l'état pur. Moi, j'en ai rien à foutre. Je suis pas ami avec Guillaume Play parce qu'il s'appelle Guillaume Play. Moi, je suis ami avec l'homme. Et moi, mes choix d'amitié se font comme ça. C'est comme avec les politiques que tu as vus. Voilà. C'est un peu notre façon d'être aussi dans le média. C'est-à-dire que, bon, là, c'est pas des amis parfois que je reçois, mais je reçois tout type de gens, peu importe. Oui, après, il y a des relations que tu reçois. Moi, il y a des gens que je côtoie du cinéma. Je les côtoie, je bouffe avec eux une soirée. Je les revois pas parce qu'ils ne m'intéressent pas et que je vois pas de profondeur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'épaisseur de l'individu. C'est ce qu'il est. Parce qu'à la fin, si on regarde bien la petite boîte en chêne ou en sapin, on n'est pas grand-chose. Pas grand-chose. Moi, ce qui me rend... que je trouve perturbant, c'est de trouver des gens qui arrivent à croire qu'ils font des choses extraordinaires. Qui sont dans un écran et qui sont là en train de penser, qui sont... J'avais une altercation, je vais te donner une anecdote, comme ça tu termineras bien. Je mangeais au Marco Polo. Marco Polo, c'est mon ami. À Paris. C'est mon ami depuis... Renato, c'est mon ami depuis quasiment 25 ans. Il y a un qui est là, on était en train de manger avec un ami. On a une conversation, 3 amis à table, il est avec sa femme. Et on parlait d'un individu connu qui avait eu des ennuis de justice. Je ne peux pas parler de lui parce qu'on a assez polémiqué sur lui. Et puis, moi, je connais le papier réel de cette personne et je l'ai vu. Donc, je sais que c'est antinomique de ce qu'on l'accuse. Et donc, on en parlait en table ouverte avec un ami, dont un ami du grand banditisme. Et il regarde la personne qui est à côté de moi et lui dit vous pourriez pas parler football? Mais il n'était pas à table avec vous? Non, il était à côté. Je lui ai dit, écoute, espèce d'abruti, mange tes pâtes et... Dis d'où tu te permets de nous parler, on se connaît d'où? Il me dit, non, mais je vois bien que vous me regardez, mais j'ai dit, espèce de connard, ton métier, c'est d'être acteur. Les gens qui payent ton ticket, c'est pour te voir au cinéma. Je dis, alors ferme ta gueule et continue à manger tes pâtes. Et ce même abruti qui cette petite face bien tranquille au cinéma, j'étais avec un sénateur et un attaché parlementaire une autre fois. L'attaché parlementaire dit « Ah, j'adore cet acteur, je vais lui demander une photo. » Elle se lève, elle demande la photo, devant. Il dit « Même avec mes enfants, moi, je fais pas de photo. » Voilà ce genre d'abruti. Voilà dans quel monde on vit. Merci en tout cas de donner des anecdotes
réel. Réel et fondé, et j'en assume toutes les conséquences. Et vécu. S'il avait une intention de procès, qu'il vienne. Je vais faire rentrer un garçon que tu connais bien. Ouais. On va mettre un fauteuil dans 2 secondes, qui s'appelle Cyril Giovanelli. Ouais. C'est qui pour toi Cyril Giovanelli? Et on le fait rentrer juste après. Cyril, c'est la famille. Voilà, c'est comme un frère. C'est la famille. Il fait quoi Cyril Giovanelli dans la vie? C'est un homme d'affaires. Homme d'affaires dans la restauration? Restauration et l'immobilier, c'est un homme d'affaires. Quelqu'un dont tu es très proche. Ouais. Il voudrait juste dire 1 ou 2 phrases sur toi. Il est venu. Si tu es d'accord pour ça? Avec plaisir. On fait rentrer Cyril. Je trouve ça sympa d'avoir aussi le retour des gens qui te côtoient. D'accord. Souvent, on ne le voit pas. Dans une émission, on voit que la personne, entre guillemets, on ne voit pas les gens d'à côté. Avec plaisir. Et si tu es d'accord, on fait rentrer Cyril. C'est parti. Bienvenue Cyril. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous, c'est sympa. Ouais, sympa, enchanté. Ah, toi, t'es un Christophe, un ami, un pote, un collègue? C'est plus que de l'amitié. Ouais. Non, c'est comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est familial. C'est comme un frangin. J'ai essayé de regarder pour préparer des questions sur toi un petit peu avant, mais t'es pas sur les réseaux sociaux? Non, nulle part. Il n'y a rien marqué sur toi, donc je sais que tu es homme d'affaires, c'est ça? C'est ça, dans la restauration. Tu fais quoi exactement? J'ai des chaînes de restaurants qui marchent un petit peu tranquillement. Je suis en développement. Ça se met tout doucement, voilà. D'accord. Ouais. Juste, vous connaissez comment, avant de raconter une anecdote sur On Christophe? s'est rencontrés à Deauville. Ouais. J'étais en train d'ouvrir un compte bancaire là-bas. Et en sortant de la banque... Tu t'es tombé dessus? Ouais, on va dire ça comme ça. On était à la banque. Voilà, on était dans la même banque et j'ouvrais un compte bancaire. Et de là, on se regardait mutuellement, je sais pas, comme s'il y a un courant qui est passé. Tu le connaissais? De nom, oui. De nom, oui, tu Mais savais qui physiquement, je ne c'était? l'avais jamais rencontré. D'accord. Et de là, on sympathisait dans la banque, on a parlé ensemble. Et puis on a bu un café à l'extérieur et de là, on ne s'est jamais lâché. Toi, tu le connaissais pas? Vous n'aviez pas de potes en commun? Non, on s'était rencontrés, le hasard de la vie, enfin surtout le destin, voilà. Et quand ça doit être là, ça doit être là. C'est le propre de la destinée. Qu'est-ce que tu peux raconter sur Christophe? Une anecdote pour comprendre le personnage en dehors du plateau de télé ou de ce qui s'est passé avant? C'est une personne qui est toujours bienveillante pour ses proches. Il fait attention à eux, il se soucie toujours de savoir s'ils vont bien. Tous les soirs, on s'appelle. Bonne nuit, mon petit frère, je t'embrasse. Toujours bienveillant sur toutes les choses comme ça. Et ce qui est marrant, par contre, quand on est ensemble, quand on sort beaucoup, on va manger au restaurant ou quoi, il y a des gens, des restaurateurs, il suffit que c'est lui, au lieu de mettre un prix à 100 €, on va dire, une entrecôte, ils essaient de vous la vendre 400 €. Non, c'est vrai? Ouais, ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps. Hein. On a failli se faire embourber à l'hôtel. On avait pris 2 côtes de bœuf au moment de l'addition. Je biperai le nom, hein, comme ça tu pourrais y retourner. Ouais. Quand tu veux. Ouais. Et ils nous avaient fait la côte de bœuf à 1400, la côte de bœuf. Mais non, Ouais. Ouais. La côte de bœuf. la côte de bœuf. Ouais. La côte de bœuf. Ils voulaient arnaquer l'arnaqueur, c'est ça le... C'est ça, en gros. Ouais, Je pense. je sais pas si ce sont dit qu'ils vont arnaquer l'arnaqueur. En tout cas, ils voulaient me faire. Ouais. Qu'est-ce que tu leur dis, toi? Tu te laisses démonter là-dessus ou... Ah non. C'est pas les questions des 1400, c'est la question qu'il y a un moment où tu peux pas prendre les gens pour des cons. Donc, on leur a parlé et puis ils ont retiré une côte de bœuf. Mais j'ai quand même payé une côte de bœuf à 1400. Il y en a une de deux qui ont réussi à passer quand même. Ouais. Bah, oui. Déjà, On l'a offert au personnel. Ouais, on l'a offert au personnel. C'est vrai? Ouais, ils étaient contents. Ouais. Est-ce que tu as une autre anecdote que tu as vécue avec lui? Cet été, on est parti, on a réservé un restaurant à Cannes, au nom de Rocancourt. Et quand on arrive à la table, il y a un monsieur qui est présent. Il me dit, mais je comprends pas. Monsieur Rocancourt est déjà là. Et nous, on est étonnés. Je regarde Christophe, je dis, bah, tiens, dis donc, je savais pas que tu avais un frère jumeau. On vient à la table, le mec, il nous dit, ben, ouais, monsieur Rocancourt. J'ai dit, ben non, il est là. Et quand le mec, il a vu qu'il y avait Rocancourt qui est là, qui est venu Christophe, il s'est dit, putain, j'ai fait une connerie. Et nous, on en a rigolé de ça. J'ai dit, écoute, casse-toi pas la tête, il y en a plein des gens comme toi qui citent des noms pour venir, pour avoir des entrées Tu dans prends les le premier nom, restaurants. tu vois sur la liste et tu rentres. Voilà. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, bah écoute, on va pas te gâcher ton repas, tu vas rester avec nous, tu nous as l'air sympathique. Il a mangé avec nous, on a bu un petit vrai? verre avec, ouais, et on a rigolé. Ouais. Il y avait 2 Rocancourt à table. Voilà, il y a 2 Rocancourt à table. J'ai dit, bah t'es ton frère jumeau, je savais pas que t'avais un frère jumeau. Enchanté. L'imposture était consommée. Voilà. Et on a rigolé. Ça, c'était cet été, c'est ça? Ouais, cet été, Vous ouais. partez en vacances ensemble? Ouais. Est-ce que Christophe est généreux dans la vie? Énormément généreux.
C'est même exagéré. C'est exagéré. Ouais. Dans quel sens? Pourquoi tu dis ça? Parce que par moment, on a l'impression qu'il n'a plus de notion de rien et veut que faire plaisir. C'est un distributeur de plaisir. C'est pas du tout un distributeur de plaisir, ça fait un peu acteur porno, mais... Ouais, mais non, mais c'est vrai, c'est plaisant. On va se recycler. Ouais, on va se recycler, ouais. Non, mais... C'est pas forcément le personnage qu'on a pu voir dans les émissions de télé. Mais attention, il est très intelligent. Il sait à qui elle a affaire. Quand on parle avec lui, il sait très bien cerner une personne. Il sait quand une personne est bonne et pas bonne. Il dit rien, il laisse faire, et à la fin, il dit les vérités à la personne. Très intelligent sur ça. Tu dis pas trop les choses au début? Je pense que je suis pas d'une nature déjà. Je suis assez. Je suis un peu taiseux, moi. Je sais pas. Parler pour parler, ça m'intéresse pas trop. Non. Tu dis que tu ressens les gens, c'est-à-dire tu ressens un peu l'aura, tu sens si la personne est bonne. Je ressens quand les gens, quand c'est de l'enfumage ou que les gens sont pas vrais. Mais d'être généreux, je crois que c'est important dans le sens où quand les gens le méritent et qu'ils sont dans la qualité, l'argent est un moyen de locomotion. Donc je pense que quand on a, il n'y a pas besoin que ce soit que pour ta gueule. Il faut être capable de faire plaisir. Et faire plaisir est un moment de plaisir. Tu as beaucoup d'amis? Amis? Non. Non, je suis extrêmement cloisonné dans mes amitiés. Pour plein de raisons, parce que l'engagement pour moi de l'amitié, elle va de A à Z. Donc à partir de ce moment-là, je suis rigoureux puisque je sais de quoi je suis capable pour l'amitié, donc ça se mérite. Je la donne pas. J'ai très peu d'amis. Qu'est-ce que Cyril a fait pour devenir vraiment ton ami? C'est pas une question de ce que Cyril a fait, c'est que je sais de quoi il est fait. C'est ça qui est plus important. Et à partir de ce moment-là, lorsque ces critères-là sont en adéquation avec ce que tu es, il n'y a pas de limite. Être fait du même bois, tu veux dire? On est fait du même bois. Et, on est structuré de la même façon, on est déterminé de la même façon, et à partir de ce moment-là, les mots, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est les actes qui font qu'on est amis. Et voilà, je pense que... Mais c'est pas pour beaucoup de monde. Voilà. Il paraît qu'il y a 2 personnes dans une vie à qui tu peux demander de cacher un corps sans qu'elle te balance. J'ai les 2. Merci beaucoup, Cyril. Avec plaisir. Merci d'être venu raconter des anecdotes sur Christophe. Merci beaucoup. On va demander aussi à une autre personne que tu connais très bien de venir. Et on fait rentrer Ludovic. Salut, Ludovic. Salut. Alors, Ludovic, vous avez une relation professionnelle, ouais. Puisque c'est entre guillemets, l'assistant de Christophe. Alors, maintenant, c'est professionnel, mais c'est vrai qu'on est surtout amis à la base. C'est qu'on s'est rencontrés sur Honfleur. Et puis, du coup, depuis, on se côtoie quasiment quotidiennement. On s'appelle tous les jours. Et puis, maintenant, oui, les choses ont fait que je suis plutôt à l'aider sur certains projets. C'est intéressant de voir aussi l'entourage, tu vois, les personnes qu'on reçoit. Je trouve ça assez intéressant. Ça en dit long. C'est pas habituel, ça en dit long. Qu'est-ce que tu fais pour lui, par exemple, pour comprendre, tu vois? Si, je sais pas, imagine, à 2h du matin, il a besoin d'aller quelque part, de le conduire en urgence à l'aéroport, etc. Ça peut être des réservations, ça peut être plein de choses. Mais je vais pas te donner d'exemple précis parce que c'est vraiment divers. Oui, c'est très très large. C'est très très large, ouais, tout à fait. C'est exactement ça. C'est quoi la plus grosse qualité, le plus gros défaut de Christophe? Bah, la plus grosse qualité, je dirais, c'est quelqu'un d'ultra généreux, vraiment. C'est vraiment quelqu'un de généreux. Et puis en défaut... c'est toujours touchy, il va pas oser y aller. En défaut, il est impatient. Très impatient. Ouais, c'est une pile électrique. C'est très très fatigant au quotidien. Ouais, mais c'est une réalité. T'as plus de boulot. Non, c'est quelqu'un qui vit à une vitesse pas possible. C'est pas quelqu'un qui va rester assis, ça bouge tout le temps. Ah, c'est vrai? Ouais, ça bouge tout le temps. Alors, tu me parais assez calme, tu vois ça. Ouais, je suis calme. Il est très calme, mais ouais. Parce que sur un plateau, tu parais plutôt autant. Ah non, je suis calme. Il est très calme. Je suis un hyperactif. C'est ça.
Donc, Tu voilà. vois, je sais pas, t'es posé avec lui, chez lui, tu te retournes et il s'est barré, quoi. Il te dit j'arrive, mais il revient dans 1 heure. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est ça, ouais. C'est quoi comme le ça. truc le plus drôle que tu as vécu avec lui? Alors, drôle. C'est vrai qu'on... Il y a plusieurs trucs drôles, en vrai, parce on croirait pas, mais c'est vrai qu'il a beaucoup d'humour. Vraiment. Pourquoi on croirait pas? Parce qu'on croirait pas comme ça, par rapport à l'histoire, etc. Ah oui, oui. On rigole énormément. Après, je dirais plutôt, tu vois, un truc que j'ai trouvé drôle. Un soir, on était au Lutetia. Et, Dans un hôtel parisien. Voilà, exactement. Donc on buvait un verre, normal, au bar. Et une personnalité politique est venue et a demandé à Christophe s'il y avait possibilité de s'entretenir avec lui. Et en fait, j'ai trouvé ça ultra drôle, puisque... Pour s'entretenir dans quel sens? Tu veux dire juste... Alors, après, j'ai pas assisté à la conversation, mais besoin de conseils, je sais pas. Mais en tout cas, la Une personnalité politique connue, sans dire de nom, mais... Bah, oui, on l'a vu régulièrement à la télé. Hein. Tu sais, les personnalités politiques, enfin, il y en a énormément, mais ceux sur lesquels tu vois le visage, tu C'est reconnais. ce qui compte. Voilà, c'est ça. C'est quoi le truc le plus improbable que tu as vécu avec lui aussi? Est-ce que tu as vécu C'est un peut-être truc? là. Bah, c'est peut-être ça aussi, bah oui, forcément. Des trucs improbables, il y en a tout le temps, en vrai. Et tu passes une journée avec Christophe, c'est jamais la même. Jamais. En fait, c'est une aventure à chaque fois. Je te jure, non mais c'est pas méchant. Mais c'est toujours quelque chose de différent. Tu t'ennuies pas, tu peux pas t'ennuyer quand t'es avec Christophe, c'est impossible. C'est pour ça que je plais au Grand Est. C'est pour ça, ouais, attention. Ouais, c'est pas moi qui gère ça. Donc... T'as du succès avec les femmes? Ouais, je pense. Ouais, énormément. Ah ouais, énormément, c'est dingue. Ouais. Toi, t'as eu 4 enfants de 4 femmes différentes. Ouais. Et t'as des bonnes relations avec? Tu arrives Ouais, à gérer les plannings et tout? Comment tu fais? euh, Quand on a 4 enfants et 4 femmes différentes, c'est un vrai sujet. Ah, c'est un vrai sujet, ouais. Mais je Pour suis les un vrai Noël et sujet, tout ça. hein, en tout cas. C'est quoi? Je suis un vrai sujet. Ouais. Non, ça se gère. Voilà. Le planning, est, voilà, faut... Voilà, sportif. avec les mères de mes enfants, c'est plus tranquille. C'est un rapport... notre enfant, donc c'est un rapport familial. Donc c'est plus... concernant les nanas, bon, c'est un autre sujet, mais... Aujourd'hui, t'es célibataire? Ouais, célibataire. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. C'est toi qui gères l'autre planning aussi, c'est ça? Là, c'est plus à planning. Là, c'est Faut prendre mensuellement le truc. Ouais, c'est trop compliqué, ça. Non, Ingérable. non, C'est ingérable. Et une galère que vous avez vécue tous les deux un peu drôle. Est-ce que vous avez déjà vous êtes retrouvés Franchement, il y en a eu tellement. J'ai pas d'exemple. Je veux dire, en termes de galère, ce qui nous a rapprochés, je pense, c'est surtout qu'on est tous les deux de la DAS. Donc c'est la première galère, on va dire, qui a fait qu'on est devenus proches et amis. C'est un vrai sujet, on en discute régulièrement d'ailleurs. Tu vois. Ah oui, vous êtes retrouvés un peu sur... oui, disons que Sur un ça nous passé parle, commun. c'est bien évidemment, puisque lorsqu'on a été placés les deux comme ça, donc ouais, c'est un truc important. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour terminer, Christophe? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? La santé, c'est tout. Le reste, c'est déjà... On est bien, on est au top. Merci d'être venu. Bah, merci à toi, Guillaume. D'avoir raconté Voilà. beaucoup de choses. C'était un plaisir de te recevoir. C'est toujours très sympa de te voir. Je sais que tu fais très peu d'émissions. Ouais, je suis sélectif. Ouais. Et tu fais gaffe à ce que tu fais, etc. Et je sais que tu viens en confiance ici, donc ça me fait très plaisir que tu sois venu. Avec toi, on peut avoir confiance, Et, puisque voilà, c'est bien. Je fais pas ce qui est Beaufland. Merci beaucoup. C'était cool de t'avoir. Merci aussi. Salut. Merci à toi d'être venu. De rien. Ludovic, c'était sympa d'avoir réagi justement à ce que tu as vécu avec Christophe. Si vous voulez vous abonner, on met les liens de tes réseaux, si tu veux, en Oui. cliquable sous la vidéo. Si vous voulez retrouver les réseaux sociaux de Christophe, vous pouvez cliquer dessous. On met tous les réseaux sur lesquels, Insta, etc., sur lesquels tu es. Continuez de vous abonner de plus en plus nombreux à Légende. Merci d'être vraiment en masse. Mettez un petit pouce en l'air et une petite cloche aussi pour avoir les notifications. Et puis des petits commentaires, envoyez de l'amour. Ça nous aidera dans l'algorithme On et veut tout. que de l'amour. Merci beaucoup. Merci d'être là.